Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident. Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est François Asselineau, président de l'UPR, tête de liste en Île-de-France pour les élections régionales du 6 et 13 décembre. Bonsoir. Bonsoir. François Asselineau, l'UPR veut sortir de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors quel sens vous donnez à ce programme dans une élection locale comme les élections régionales? Quel est l'enjeu du scrutin pour votre parti, François Asselineau? Alors il y a deux types d'enjeux. Il y a un enjeu local, un enjeu régional, effectivement, et donc nous avons un programme que l'on a commencé à présenter et au cours de la campagne qui s'ouvre que nous allons présenter, un programme qui touche à des choses qui concernent les gens au quotidien, que ce soit sur les lycées, que ce soit sur les grands travaux, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur l'aide, le soutien à la formation professionnelle, enfin toutes ces compétences qui relèvent de la région. Donc ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, c'est les grands débats nationaux. Parce que vous savez, beaucoup d'électeurs, quand ils vont voter, ils n'ont pas sous le nez le programme régional. Et bien, beaucoup d'électeurs, ils vont voter un petit peu par, par tradition, peut-être par irréflexion parfois. Ils ont l'habitude de voter pour le PS, et ben ils vont voter PS. Ils ont l'habitude de voter pour l'UMP, ben ils vont voter les Républicains. Et puis ils ont l'habitude de voter pour le Front National, ils vont voter pour le Front National, etc. Et puis il y en a beaucoup et de plus en plus qui n'ont plus envie du tout de voter parce qu'ils ne comprennent plus rien à ce qui se passe et ils voient que la situation s'aggrave. Et eux, ils vont s'abstenir. Avec une difficulté supplémentaire, c'est que l'élection aura lieu au mois de décembre. Ça arrive très peu dans l'histoire des élections. D'habitude, on vote plutôt au mois d'avril, au mois de mai. C'est exact. Alors, il y avait eu quand même l'élection présidentielle en 1965. La première élection présidentielle au suffrage universel avait eu lieu en décembre 65. Mais effectivement, du fait que, vous savez pourquoi? C'est parce que Georges Pompidou est mort le 2 avril 1974. Donc, depuis ce moment-là, les élections présidentielles se situent au mois de mai et les élections législatives sont dans la foulée. Alors, effectivement, il y a un élément complémentaire, c'est que ce sont des élections régionales dont les enjeux sont pas très bien perçus par les électeurs, et ce sont les dimanches 6 et 13 décembre, ce sont des dimanches où les gens font leurs courses, puisque vous savez qu'à cette période de l'année, en général, tous les grands magasins sont ouverts pour faire les courses de Noël. Donc, il y a un risque significatif d'abstention. Il n'y avait pas besoin de ça, j'allais dire, pour que déjà les gens s'abstiennent, parce que vous savez que à chacune des élections, désormais, le taux d'abstention augmente considérablement. Et pourquoi est-ce qu'il augmente? Parce que les Français, quand ils votent à droite ou quand ils votent à gauche, ils ont en fait, au bout du compte, la même politique. Voilà. Alors il y a quelques personnes qui se réfugient dans le vote du Front National. Tout est fait d'ailleurs pour les inviter à voter Front National. C'est pas du tout un parti d'opposition, le Front National, c'est une opposition pour rigoler. Madame Le Pen, elle passe sur absolument tous les médias de grande diffusion. Madame Le Pen a été reçue en grande pompe aux États-Unis d'Amérique, à New York, par le magazine Time, etc. Madame Le Pen, c'est une fausse opposante. Madame Le Pen, par exemple, à la différence de ce que nous disons, ne propose pas du tout de sortir de l'Union européenne, de l'euro. Je conseille aux auditeurs qui auraient des doutes d'aller le vérifier en regardant les professions de foi du Front National. Alors vous dites que c'est une élection nationale autant qu'une élection régionale. François Asselineau, c'est finalement la dernière élection avant l'élection présidentielle de 2017? Absolument. De toute façon, toutes les élections, à partir du moment où elles ont un impact national, on a eu le cas, par exemple, des élections départementales au mois de mars dernier, à partir du moment où une élection se déroule au niveau national, elle a un impact national. Il est bien évident que si, par exemple, le Parti socialiste perd un certain nombre de régions, ça sera interprété d'un point de vue national, peu importe finalement le programme. Alors nous, là-dedans, qui nous sommes? Eh bien nous sommes un mouvement en pleine ascension. Vous m'aviez déjà reçu. Vous pouvez constater, si j'ose dire, que vous avez misé sur le bon cheval en m'invitant. Je prends cette comparaison. Nous invitons tous les candidats, François Asselineau. Absolument, mais vous avez fait preuve quand même de discernement il y a déjà plusieurs mois quand vous m'aviez invité, parce qu'on est un peu ce qu'on appellerait, vous savez, au tiercé, on est un peu l'outsider. Voilà. C'est-à-dire le parti qui n'a jamais accès aux médias de grande diffusion. Eh bien, on monte. Aux élections européennes l'année dernière, en mai 2014, on avait fait 0,41%
0,1% des suffrages au niveau national, et en Île-de-France, on avait fait 0,57%. Avec d'ailleurs des pointes, notamment à Clichy, on avait fait un assez bon score, on avait frisé les 1%. Alors évidemment, c'était encore des petits scores, mais il y avait 32 listes en Île-de-France l'année dernière. Cette année, depuis le 1er janvier de cette année, on s'est présenté à 15 élections locales, 14 élections départementales et une élection législative partielle dans l'Aveyron. Quel a été le résultat ? Nous avons fait en moyenne sur ces 15 élections, nous avons fait 1,7% en moyenne. C'est-à-dire que par rapport au 0,41% de l'année dernière, notre score a été multiplié à peu près par 4. Alors ça intrigue beaucoup les journalistes de la scène politique, même si je ne suis pas invité sur TF1, France 2, pas encore, France 3, etc. Vous avez été invité chez Laurent Ruquier, oui, on se souvient que ça a fait beaucoup de bruit. Oui, j'étais invité chez Laurent Ruquier dans une émission qui avait été enregistrée et qui a été ensuite charcutée, c'est-à-dire que les 55 minutes d'émissions enregistrées se sont transformées en 18 minutes et beaucoup de choses que j'avais dites n'ont pas été passées à l'antenne. Mais en réalité, notre mouvement donc se développe très vite par exemple à l'élection dans l'Aveyron, on avait fait 0,18% dans la troisième circonscription de l'Aveyron au moment des européennes et on a fait un 86% cette année. Alors comment vous compensez, François Asselineau, je dirais, cette absence sur les grands médias ? J'ai vu sur Internet que finalement vous étiez très présent sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est une autre façon de faire campagne, les réseaux sociaux ? Vous savez, c'est contraint et forcé. Si moi demain je suis invité aux 20h de TF1, je vais pas dire non, hein, bien entendu. Le problème, c'est que tous les grands médias sont verrouillés. Donc comme les grands médias sont verrouillés, nous n'avons pas d'autre solution que de diffuser sur Internet des conférences, celles que je fais qui sont enregistrées, celles que font également quelques autres responsables de l'UPR. C'est sur le site upr.fr. Eh bien, ce site, le 19 juillet dernier, il s'est hissé au premier rang des sites les plus consultés de tous les partis politiques français, selon le classement fait par un site américain qui s'appelle Alexa Ranking. En d'autres termes, c'est pas tellement une stratégie, si vous voulez, de passer par les réseaux sociaux. On n'a pas d'autre solution pour se faire connaître, puisque les grands médias se taisent et également les grands journaux. Mais là où ça prend des proportions quand même très intéressantes, c'est que on est plébiscité par le peuple français. C'est-à-dire que les gens qui nous découvrent sur upr.fr, qui découvrent les conférences, d'un seul coup, ils découvrent un mouvement politique qui leur dit des choses totalement différentes de ce que dit la scène politique française. Et puis, ce sont des analyses qui sont vérifiables. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. On a dépassé les 8800 adhérents. On a 2 fois plus d'adhérents que les Verts de EELV. On a 4 fois plus d'adhérents que le NPA de M. Besancenot. On est en train de rattraper le Front de gauche et l'UDI. Alors, comment vous expliquez que pour l'instant, vous n'ayez qu'1% d'intention de vote dans les sondages ? Je pense par exemple au dernier sondage qui a été réalisé pour l'Île-de-France. Vous faites jeu égal avec Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. Eh bien, écoutez, c'est déjà formidable. D'abord, il y a un premier point, c'est que jusqu'à présent, on n'était pas dans les sondages. C'est pour la première fois, l'IFOP, effectivement, est obligé de reconnaître qu'il y a des gens qui se manifestent et qui disent qu'ils vont voter pour l'UPR. On a d'ailleurs eu certains de nos adhérents qui ont répondu à des sondages et puis ils ont eu la surprise, c'était pas avec l'IFOP, c'était avec un autre institut de sondage, d'avoir l'enquêtrice au téléphone qui disait « Ah mais oui, mais ça, j'ai pas ce nom-là, donc il faut que vous choisissiez un autre parti. » C'est quand même un petit peu fort de café. Ou bien on va vous mettre dans la catégorie autre. Maintenant, vous avez raison, l'IFOP a reconnu que nous sommes un mouvement qui suscitons une approbation suffisante pour pouvoir être distingué des autres et être classé dans les sondages. Ils nous ont donné 1%. Moi, je suis prêt à parier que nous allons faire nettement plus que 1%. Voilà. Vous savez, il y a un livre qui vient de sortir de Philippe de Villiers, là, qui fait un petit peu du bruit sur les réseaux sociaux, justement. Et Philippe de Villiers explique que beaucoup de sondages sont quand même bidouillés et que ça s'achète. Bon, nous, on n'a pas les moyens d'acheter quoi que ce soit, et puis c'est pas notre éthique. Alors moi, ce que je pense, eh bien, attendons de voir. Pour l'instant, nous faisons une campagne très très dynamique. Et moi, quand je me promène dans Paris maintenant, c'est très régulièrement, presque tous les jours, qu'il y a des gens qui m'abordent dans la rue et qui m'ont reconnu et qui me connaissent par les réseaux sociaux, avec un très fort pourcentage parmi les gens qui m'abordent de jeunes Français issus de l'immigration d'ailleurs, parce que les prises Comment vous l'expliquez ? On l'explique parce que on a des positions d'abord sur la France.
Nous sommes patriotes, mais on est conforme à l'histoire de France, un patriotisme ouvert, c'est-à-dire que on ne fait pas le distinguo entre les Français. Et puis on explique aux jeunes Français qu'ils soient de souche, comme on dit, ou qu'ils soient d'origine immigrée, et qu'ils appartiennent à un pays dont l'histoire est formidable. C'est un formidable pays, un pays dans lequel se reconnaissent beaucoup de peuples du monde et qui doit porter la liberté des peuples et des nations face aux empires qui veulent le dominer. Nous avons des positions, par exemple, sur la situation au Moyen-Orient, par exemple sur la position vis-à-vis de la Russie, mais par exemple aussi sur les débats nationaux concernant l'immigration, ce genre de choses. On a des positions qui nous distinguent beaucoup de toute la scène politique française et qui, par exemple, montrent que nous n'avons strictement aucun rapport avec l'extrême droite. Par exemple, sur notre cheval de bataille qui est la sortie de l'Union européenne. Les autres partis politiques disent si vous voulez sortir de l'Union européenne, c'est que vous voulez refermer la France sur elle-même et que vous êtes xénophobe. Nous, on dit tout le contraire. On dit que la construction européenne, en fait, c'est une espèce d'apartheid planétaire qui voudrait nous forcer à fusionner avec des peuples comme des peuples scandinaves ou les pays baltes. J'ai rien contre, si vous voulez, mais nous n'avons pas de lien avec la Lettonie, l'Estonie ou la Finlande ou la Slovaquie. En revanche, nous disons et nous affirmons que nous avons des liens très étroits avec les pays du Maghreb, c'est une évidence, avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais aussi avec les pays d'Afrique francophone, et puis aussi avec beaucoup d'autres pays du monde, l'Argentine, le Japon, le Canada, le Québec, etc. Et nous disons donc que sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est sortir de la gangue qui nous place sous la tutelle de Washington, et renouer avec une politique mondiale. Par exemple, la grande politique arabe du général de Gaulle. Et bien ça, tout ce discours, c'est un discours dans lequel se reconnaissent beaucoup de Français, de jeunes, et notamment de jeunes Français issus de l'immigration. François Asselineau, tout à l'heure, parmi les thèmes que vous avez évoqués, j'ai noté l'agriculture. Vous parlez de l'agriculture aujourd'hui, or, on a le sentiment aujourd'hui que les agriculteurs dépendent totalement des subventions de l'Union européenne. Si vous sortiez et vous arriviez à faire sortir la France de l'Union européenne, est-ce que ça n'entraînerait pas la ruine des paysans français ? C'est exactement le contraire qui est vrai. Vous savez que actuellement les agriculteurs, c'est une catastrophe. On a dans certaines années, on a compté il y a 2 ou 3 ans 450 suicides parmi les agriculteurs. Le nombre d'agriculteurs diminue à toute allure. On était à 3 200 000 agriculteurs en 1960. On est tombé à peu près 400 000. Et au train où vont les choses, on va avoir une agriculture dans 20 ans. Il n'y aura plus que certaines appellations d'origine protégée ou contrôlée, quelques vins vignobles, etc. Et puis c'est tout. La pêche est en train de suivre le même chemin. Pourquoi ? Parce que les politiques imposées par les traités européens imposent en fait à l'agriculture française d'avoir les mêmes critères de compétitivité que les grandes plaines du Middle West américain. Voilà. Donc on est en train de préparer la malbouffe généralisée pour les générations qui viennent. Alors, vous évoquez l'histoire des subventions dites européennes. Je me permets de le rappeler. En réalité, les fonds que reçoivent les agriculteurs prétendument de Bruxelles sont en fait des fonds qui sont payés par les Français. Parce que chaque année, la France verse, excusez-moi de citer des chiffres, mais c'est des chiffres d'ailleurs très très importants, qui dépassent l'imagination. Chaque année, la France verse 23 milliards d'euros à Bruxelles, à la Commission européenne, et la Commission européenne, dans les mois qui suivent, nous en restitue par petits morceaux, sous forme de politique agricole, sous forme de fonds pour le développement régional, sous forme d'aide à la recherche, sous forme d'aide aux associations, sous forme d'aide aux offices du tourisme, etc. Elle nous restitue à peu près 14 milliards d'euros, de telle sorte que on perd 9 milliards d'euros au passage. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'une fois que nous serons sortis de l'Union européenne, eh bien, nous attribuerons les mêmes subventions, mais cette fois-ci, ça sera avec le drapeau bleu-blanc-rouge de la République française. On passera pas par le truchement de l'Union européenne qui nous met le drapeau bleu aux étoiles d'or, le drapeau de la Sainte Vierge. Et puis on aura 9 milliards d'euros supplémentaires pour faire du logement social, diminuer certaines taxes, notamment pour les TPE et les PME, pour favoriser l'emploi, développer également des relations avec les pays du Sud. Vous savez, c'est très injuste cette histoire. Parce que l'argent que la France verse à Bruxelles, elle est prélevée, par exemple, sur les droits de douane lorsque des produits fabriqués à l'extérieur de l'Union européenne arrivent en France. Par exemple, vous achetez un téléphone portable qui est fabriqué au Vietnam. Il subit des droits de douane à l'arrivée au Havre, dans le conteneur, et ensuite ces droits de douane, ils vont être facturés évidemment au consommateur final. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que beaucoup de Français vivant en France, mais aussi des travailleurs immigrés qui vivent en France, eh bien ils vont payer ces droits de douane, donc on va leur prélever
prélever des ressources qui vont aller abonder le budget européen. Et avec ce budget européen, on donne actuellement 200 fois plus d'argent à chaque habitant résidant, par exemple, en Lituanie ou en Slovaquie, plutôt qu'à chaque habitant vivant au Maroc ou en Tunisie ou au Sénégal ou au Mali. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai rien contre l'idée d'aider des pays, mais notre intérêt bien compris, l'intérêt de la France, c'est aussi l'intérêt des pays du Sud. Et puis c'est également conforme à la justice. C'est que les pays du Sud, ceux que j'ai cités, notamment les pays du Sahel, ont beaucoup plus besoin de transferts financiers que les pays de l'Est européen. Donc on a une espèce de construction politique qui fonctionne sur des schémas que les gens ne comprennent pas. C'est compliqué, hein, bien entendu. Mais en réalité, on en arrive à une espèce de subvention à rebours, si vous voulez, vis-à-vis des pays de l'Est européen. François Asselineau, je vais vous ramener vers les élections régionales. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la majorité de gauche sortante ? Écoutez, nous on a... ça nécessiterait des heures et des heures d'examen. Ce que nous proposons, que ce soit en Île-de-France ou dans les autres régions, parce que j'ai oublié quand même de préciser un élément important, c'est que nous nous présentons dans toutes les régions de France, à la seule exception de la Corse, et on se présente également à l'île de la Réunion, de telle sorte qu'on se présente dans 13 régions, ce qui représente le petit tour de force de présenter 1969 candidates et candidats. Il y a très peu de partis politiques qui peuvent le faire. Donc, dans toutes les régions, en Île-de-France par exemple, mais ailleurs, ce que nous proposons dans notre programme, c'est déjà de commencer par un grand audit, qui sera fait de l'état de la dette de la région, des dépenses qui sont faites, également, par exemple, du fonctionnement interne des régions. Nous proposons de façon générale on devrait diviser par 2 le nombre de conseillers régionaux. Nous estimons également qu'il faut tailler dans le vif de tout ce qui est superflu. Par exemple, les cabinets, vous savez, tous les présidents délégués, etc., puisque les socialistes viennent de créer un peu de présidents délégués, ont tous maintenant leur cabinet, leur voiture de fonction, etc., etc. Nous, il y a aussi des frais de transport, des frais de voyage, etc. Nous, on veut mettre là-dedans un grand coup de projecteur et puis tailler dans le vif, parce qu'il y a quand même des gens qui vivent dans un certain fromage. Hein. Nous, compte tenu de la situation politique, économique et sociale, vous avez vu que le chômage a encore battu des records. Compte tenu de ça, il faut faire preuve, et il faut être impeccable dans la gestion publique. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est que si on arrive à la région en Île-de-France, on fera ça. On examinera ça. Éventuellement, on portera plainte si on découvre qu'il y a des choses qui ne vont pas. On rendra public les rapports de la Chambre régionale des comptes. Et puis, on passera au peigne fin toutes les politiques qui sont menées, toutes les politiques publiques. Voilà. Nous, on a le sentiment, par exemple, qu'il faut mettre un grand coup sur le logement social. Il y a des problèmes de logements sociaux effarants en Île-de-France, donc il faut aller de l'avant là-dessus. Nous, on veut, sur les très grands travaux, avoir recours, c'est un peu le leitmotiv de notre mouvement, c'est développer le recours à la démocratie locale. Donc, par exemple, sur les projets du Grand Paris, ou sur les projets de Jeux Olympiques, par exemple, en je ne sais plus quelle année, nous, on voudrait qu'il y ait un grand débat, et puis que ce soit les Franciliens et qui s'exprime par un suffrage. C'est pas seulement uniquement en Île-de-France. Hein. On a des projets, par exemple, dans la région Pays de la Loire, il y a le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dans le projet, les nouvelles lignes TGV, par exemple. Les lignes TGV, par exemple, en Aquitaine, on dit, on va demander l'avis des populations. À l'île de la Réunion, vous avez un projet d'une route pour aller de Saint-Denis de la Réunion au port. Il faut contourner ce qui s'appelle la montagne, une espèce de montagne qui tombe à pic dans l'océan Indien. Il y a un projet d'une construction de route de 13 km qui va coûter 1,3 milliard d'euros, avec évidemment des augmentations phénoménales d'impôts locaux. Alors sur place, par exemple, c'est une levée de bouclier. Nous disons, alors Monsieur Manuel Valls est allé sur place, et puis il a soutenu ce projet qui est soutenu par Bouygues et Vinci, bien entendu. Bon, nous on se méfie de ce genre de projet. Vous venez de citer 2 sociétés de construction. Vous avez le sentiment parfois que certains travaux sont décidés pour des raisons qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'intérêt public? C'est vous qui l'avez dit. Je vous pose la question. Écoutez, moi je crois que au train où on est,
Il faut faire preuve de prudence dans la gestion publique, et il faut faire preuve pour ces grands travaux qui ont un impact majeur sur l'environnement, un impact majeur sur les finances publiques, un impact majeur sur les impôts locaux. Et puis, force est de constater, c'est ce que vous avez à l'esprit, bien sûr, beaucoup de gens, des rumeurs circulent sur des dessous de table, etc. Il faut tout clarifier. Alors c'est vrai que peut-être, en disant ça, je ne me mets peut-être pas forcément en position d'être très 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 apprécié par les grands groupes en question, mais il faut quand même clarifier ces histoires. Ça va, les ronds-points, par exemple, on commence à en avoir assez des ronds-points un petit peu partout, qui fleurissent partout. Il faut que les populations soient les premières à décider de ce qu'elles veulent. François Asselineau, le candidat de l'UPR en région Aquitaine, affirme que l'aménagement du territoire sera la pierre angulaire de l'action du Conseil régional. Les autres candidats mettent l'accent sur les transports. Pour vous, il y a d'abord l'aménagement du territoire. Je parle des autres candidats d'autres partis politiques. Oui, ça dépend des régions. C'est vrai qu'en Aquitaine, effectivement, il y a le projet de ligne à grande vitesse qui est très important. Bon, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il a raison, William Doué a raison d'insister là-dessus. De la même façon, par exemple, qu'à La Réunion, j'en parlais, c'est sur la grande route du littoral. Nous, ici, en Île-de-France, on va plutôt parler du projet du Grand Paris ou du projet des Jeux Olympiques. Mais nous, on veut revenir à des fondamentaux sur ce dont les Franciliens, ils ont besoin. Nous voulons aussi, j'insiste, il y a toute une autre série d'autres sujets qui sont importants et toute une autre de sujets importants. Par exemple, pour parler de l'agriculture, on a un projet qui est d'essayer de développer les AMAP. On va en parler juste après la pause. François Asselineau, je rappelle que vous êtes le président de l'UPR, tête de liste en Île-de-France aux élections régionales du 6 et 13 décembre. On se retrouve dans quelques instants. Pluriel, animé par Loïc Barrière. Retour sur le plateau de Pluriel avec François Asselineau, président de l'UPR, tête de liste en Île-de-France aux élections régionales du 6 et 13 décembre. Alors avant la pause, on parlait des projets pour l'Île-de-France et puis aussi pour toutes les régions où votre parti se présente. Vous voulez développer le système, finalement un système de consommation locale à travers les AMAP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, par exemple, les AMAP, ce sont, vous savez, c'est des collectivités d'agriculteurs qui essayent de vendre des produits agricoles bio ou de l'agriculture raisonnée et de les vendre dans les grandes villes à proximité. On trouve que c'est très bien. Ça correspond à une demande d'ailleurs des populations. Et on se dit que si la région subventionnait ce genre de réseau, ça permettrait, on va faire ça à titre expérimental, si nous sommes élus, bien entendu, de telle sorte que les gens qui habitent dans les grandes villes, y compris par exemple dans la métropole comme Paris et puis les grandes villes de banlieue, eh bien ils aient un magasin qui soit subventionnés par la région et qui permettent de fournir aux populations des produits de qualité, des produits agricoles frais de qualité, à un tarif très intéressant par rapport aux grandes chaînes de distribution et également un tarif très rémunérateur pour les agriculteurs, c'est-à-dire gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la marge prise par les réseaux de distribution, eh bien là, serait en fait annihilée et donc les agriculteurs vendraient meilleur marché qu'aux grandes chaînes de distribution et les acheteurs achèteraient meilleur marché du fait qu'il n'y aurait pas une marge importante. Parce que ce qui coûte cher, finalement, ce sont les intermédiaires dans la consommation. Bien sûr, la politique agricole, on en parlait tout à l'heure. Vous savez que les prix de vente des produits agricoles n'ont pas arrêté de diminuer depuis maintenant plusieurs décennies. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. Ils sont sous des contraintes énormes. Et en même temps, le prix d'achat dans les grandes surfaces des produits agricoles n'a pas diminué pour le consommateur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui s'en mettent dans les poches. Ce sont les intermédiaires, voilà. Alors, on part pas en guerre contre les grandes chaînes de distribution. Elles ont leur utilité, bien entendu. On va pas mais sur un sujet comme celui-ci qui touche vraiment à la santé publique et qui est une vraie demande des citoyens, on pense qu'on a quelque chose qui peut permettre à la fois d'aider les consommateurs et puis les agriculteurs. On a beaucoup d'autres projets, on se focalise là-dessus. Mais... François Asselineau, pour aider les entreprises locales, vous dites qu'il faut en passer par des aides et des commandes publiques. Vous dites priorité aux entreprises locales, même si elles sont plus chères ?
Non, pas parce que alors là il y a les traités européens, vous savez, qui interdisent de faire des discriminations en faveur des entreprises locales ou des entreprises françaises ou des entreprises étrangères. En revanche, ce que l'on peut, c'est avoir des contraintes, par exemple en matière de création d'emplois. Et donc là, avoir des critères qui permettent de sélectionner les entreprises, et notamment les PME et les TPE. On veut mettre le paquet, si je peux dire, sur les PME, les artisans. Vous savez que c'est l'artisanat qui est le premier employeur de France, qui crée encore un certain nombre d'emplois. On sait que la meilleure façon d'avoir un emploi à notre époque, c'est souvent de prendre ce qu'on appelle les métiers en tension, par exemple électricien, couvreur-zingueur, ou alors pâtissier, etc. Vous avez ces métiers qui permettent que l'apprentissage permet d'atteindre. C'est là où on a beaucoup plus la possibilité de trouver des emplois durables que malheureusement dans toutes les autres voies qui sont bouchées. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent, ces artisans? Ils vous disent j'aimerais embaucher mais je ne peux pas. Oui, qu'est-ce que vous leur dites si vous êtes président de la région Île-de-France? Je pourrais leur dire qu'on essaiera de les aider, on fera des aides spéciales pour eux, on essaiera également d'aider les filières de l'apprentissage. Naturellement, ce que l'on ne pourra pas faire, parce que ça n'est pas dans le pouvoir d'une région, c'est de diminuer par exemple les taxes d'État, si vous voulez, la TVA, les URSSAF, etc. Ça, malheureusement, ça n'est pas dans notre champ de compétences d'une région. Mais ce que nous pensons, c'est que effectivement, si on veut essayer de limiter la casse en matière d'emploi, c'est eux qu'il faut favoriser. On va pas dire, attention, on n'est pas un mouvement, démagogue. On va pas dire qu'on va créer de l'emploi, parce que l'emploi, ça se crée comment au niveau macroéconomique, comme on dit, c'est au niveau de la nation. C'est en agissant sur le taux de change de la monnaie, c'est-à-dire l'euro, les taux d'intérêt, et puis la politique budgétaire. Or, le taux de change de l'euro, les taux d'intérêt, c'est fixé par la Banque Centrale Européenne à Francfort, et puis la politique budgétaire, elle est fixée par les traités européens et par la Commission européenne à Bruxelles. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'on va pas mentir aux Français. Si on veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est précisément pour notamment lutter enfin de façon sérieuse contre le chômage, et c'est également pour s'opposer aux délocalisations qui sont autorisées par les traités européens. Est-ce que la région peut être le lieu où vous pourrez expérimenter vos idées politiques en attendant des élections nationales? Oui, c'est exactement ce qu'on a prévu, c'est notamment de faire, on souhaite promouvoir également le droit de pétition, et si on arrive à avoir plus de 1% de pétition par rapport à la population, c'est-à-dire en Île-de-France, il y a 12 millions d'habitants à peu près, ça fait 120 000, si on a des pétitions de 120 000 personnes, eh bien la région pourrait se faire le porte-parole auprès des pouvoirs publics nationaux des préoccupations de la population. Je pense par exemple au fameux traité transatlantique, n'est-ce pas? Le traité transatlantique était en train d'être négocié entre les États-Unis et la Commission européenne dans le dos des Français. De plus en plus de Français commencent à avoir la puce à l'oreille sur cette affaire. C'est totalement inadmissible. Vous avez vu qu'il y a une pétition qui a recueilli plus de 3 300 000 signatures qui a été déposée à la Commission européenne, elle a mis ça au panier. C'est inadmissible. Il faut que la France et que le gouvernement français tape du poing sur la table sur cette affaire, mette un coup d'arrêt à ces négociations sur le TAFTA, le traité transatlantique. Alors François Asselineau, pour l'instant vous n'avez pas évoqué la question des transports en Île-de-France. Pourquoi les transports en commun fonctionnent-ils si mal en Île-de-France? Est-ce que c'est la fatalité? Est-ce que c'est un problème de gestion, d'organisation? Je crois qu'il y a un problème d'organisation générale de la région. C'est vrai que c'est pas nouveau que Paris et la région parisienne phagocytent une grande partie des sièges sociaux d'entreprise, etc. Donc il y a 12 millions de personnes sur un petit territoire. Je ne suis pas certain, si vous voulez, que les problèmes des transports en Île-de-France soient si différents des problèmes qu'on trouve dans les grandes mégapoles mondiales comme Tokyo, comme Mexico, voilà. Je n'en suis pas sûr. Alors nous pensons qu'il faut évidemment améliorer les choses. Il y a un point sur lequel on est tout à fait ferme, c'est que nous sommes tout à fait hostiles au processus de privatisation qui sont en cours. Il faut savoir à quoi vous faites allusion? Les TER, par exemple, les trains express régionaux, le réseau des TER, normalement à horizon de 2019, devrait être privatisé. Donc nous, notre programme national, et ça sera des applications locales, nous refusons toute privatisation des transports par chemin de fer de la SNCF. Pour quelle raison? Parce que nous estimons que on a vu ce qui s'est passé par exemple au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni du temps de Thatcher, ils ont privatisé les réseaux. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez la logique du privé qui arrive? Ils ferment les lignes. Regardez d'ailleurs ce qui se passe, ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a beaucoup de choses à voir, mais c'est pas le faire, c'est l'aérien. Regardez ce que fait Air France. Air France
et sous des contraintes de plus en plus drastiques de rentabilité, ils sont en train de fermer des lignes entières. Mais ça, c'est déjà ce qui est arrivé avec la SNCF. Si on continue dans la privatisation, on va fermer de plus en plus de lignes, et tout ceci au détriment des Franciliens. Et avec un projet de privatisation, le résultat, vous savez ce qui s'est passé au Royaume-Uni? Allez vous balader en Angleterre, hein. Vous allez voir l'état de délabrement des réseaux ferroviaires, avec d'ailleurs des prix très très élevés. Et des accidents. Et des prix très élevés. Donc nous opposons à ceci de la même façon que on veut multiplier le retour au régime municipal dans un certain nombre de grandes villes. Moi, quand j'étais conseiller de Paris, il y a maintenant une dizaine d'années à Paris, j'étais en non inscrit, j'avais fait sensation, j'avais réclamé la remunicipalisation de la régie des eaux parisienne, parce que ça avait été privatisé, la gestion avait été privatisée et cédée à Veolia et à Vivendi. Donc là, vous êtes en phase avec le programme du Front de gauche, François Asselineau. Mais le programme du Front de gauche, attendez, nous avons notre propre programme. Le problème du Front de gauche, c'est que le Front de gauche ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Or, ce système de privatisation rampante de tous les réseaux d'adduction d'eau, réseaux d'autoroutes, réseaux ferroviaires, etc., découle directement des articles des traités européens, notamment l'article 121, pour être précis, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui fixe les grandes orientations de politique économique. Donc nous avons, vous savez, notre mouvement, c'est un mouvement qui n'est ni à droite ni à gauche. Il a d'ailleurs été classé dans les listes diverses officiellement par le ministère de l'Intérieur. Nous sommes pour la France, et la France, comme disait le général de Gaulle, elle n'est ni de droite ni de gauche. Il y a des bonnes idées à avoir pour tous. Ce que nous voulons, c'est défendre l'intérêt des populations. Voilà. On a pu constater à Paris, après la proposition que j'avais lancée, mais un an après, la municipalité de Delanoë avait fini par se ranger à cette idée et avait remunicipalisé l'eau de Paris. Le résultat, ça a été un coup d'arrêt à l'augmentation des tarifs. On a vu dans d'autres villes de France, par exemple à Brest, que la remunicipalisation de l'eau a permis de baisser les tarifs de l'eau qui est servie aux habitants. C'est quand même bien le moins qu'on puisse faire pour les habitants. Donc c'est quelque chose que l'on pourrait faire pour de nombreux autres services publics qui ont été privatisés? Oui, pas pour tout. On n'est pas des ayatollahs de la nationalisation. Nous, on veut en revenir aux idéaux du programme commun, du programme du Conseil national de la résistance de 1944, avec des services publics puissants. Voilà. On veut également en revenir, puisqu'on parle là on entre dans le détail du programme régional, on veut en revenir aussi, je parle ici des lycées. J'ai vu que Madame Pécresse, par exemple, fait on a l'impression qu'elle fait tapis sur l'affaire des lycées. Tout son programme tourne autour des lycées, je ne sais pas très bien pourquoi. Et Madame Pécresse, elle veut installer, par exemple, le Wi-Fi, je sais pas quoi, et le 4G à l'intérieur des lycées. Ben nous, c'est exactement le contraire. Nous disons que nous ne sommes absolument pas d'accord avec cette vision-là, une espèce de fuite en avant vers le câblage de tout. On dit non. Pourquoi on dit non? On n'est pas contre Internet. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, on est les premiers à utiliser les réseaux sociaux. Ce que nous disons, c'est qu'il faut en revenir, et c'est conforme à notre programme national, il faut en revenir à ce qu'est le rôle de l'État. L'État ne doit pas faire de l'éducation. L'État, il doit faire de l'instruction publique. C'était comme ça que c'était appelé sous la Troisième République. Vous savez, imaginez qu'on mette le Wi-Fi dans tous les lycées. Ben, qu'est-ce que vont faire les lycéens? Le professeur, il va être complètement débordé dans ses classes. Il aura tous les élèves qui seront avec des tablettes, etc. Puis d'ailleurs, on peut imaginer que ce soit très utile sur le plan pédagogique. Non, le Wi-Fi, vous pouvez faire des exposés dans la salle de classe. Vous pouvez éventuellement regarder des programmes d'anglais sur des tablettes. Ça n'est pas conforme à notre vision des choses, parce que c'est pas une vision un peu passéiste. Excusez-moi de vous poser la question, François Asselineau. Non, nous ne sommes pas du tout passifs, puisque par exemple, on veut au contraire développer le 4G partout. On veut faciliter l'accès à Internet, mais pas pour les lycéens. Mais en dehors de la sphère scolaire, parce que vous savez, regardez autour de vous, tous les jeunes, que ce soit même des collégiens, hein, et ils ont tous un iPhone, une tablette, etc. S'il y avait des cours, ils en apprendraient à leurs profs. Ils savent très bien surfer sur Internet. Ils n'ont pas besoin de l'État pour ce genre de choses. Ils n'ont absolument pas besoin. En plus de ça, ça coûterait des sommes folles de faire ces aménagements. Et puis, vous savez très bien, c'est l'obsolescence programmée. On va acheter on va acheter pour des millions et des millions d'euros, puis au bout de 2 ans, ça sera à mettre au panier parce que ça sera déjà obsolescent. Non, le rôle de l'État, c'est pas ça. Le rôle des lycées, c'est pas ça. Le rôle de l'instruction, c'est pas ça. Ça doit être de donner
à tous les élèves, y compris d'abord et avant tout à ceux issus de classes sociales modestes, issus éventuellement des enfants de l'immigration qui ne connaissent pas bien la culture française, leur donner les moyens de savoir bien écrire en français, bien, parce que c'est comme ça qu'ils trouveront un emploi. Est-ce que c'est la mission du conseil régional? Finalement, le conseil régional ne s'occupe pas de l'aspect pédagogique des cours, vous vous occupez des murs, de la construction des lycées. Vous avez raison. Mais par exemple, ce que nous proposons, c'est en matière de lycée comme partout, améliorer comment dirais-je, les locaux, accroître partout l'accès aux personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite. Il y a encore énormément de choses à faire en France dans tous les services publics et par exemple au lycée également. Mais c'est aussi par exemple, donc nous on refuse d'installer le Wi-Fi dans les lycées. Il y en a partout du Wi-Fi. C'est démagogique ce genre de choses. En revanche, ce que nous voulons faire, c'est développer les activités périscolaires. Par exemple, en emmenant des enfants des lycées et collèges, aller voir le patrimoine historique de la France. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants, vous savez, en Île-de-France, qui sont issus de milieux défavorisés, qui n'ont jamais vu le château de Versailles, qui ne sont jamais allés au château de Fontainebleau, qui n'ont jamais vu le musée des Coins, le musée de la Renaissance, qui ne sont même sans doute jamais allés au musée du Louvre. Et puis aussi, ils peuvent aller ailleurs en France. Pourquoi est-ce que les régions ne feraient pas justement des voyages, par exemple, pour aller voir les châteaux de la Loire, pour aller voir le Mont Saint-Michel, etc. Pourquoi je vous dis ça? Alors, on sait que vous êtes un féru d'histoire. Vous le montrez dans vos conférences sur Internet. Mais je vous dis ça aussi parce que j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu au Japon. Et je vous assure que dans des pays comme la Chine, le Japon, on voit en permanence circuler à travers le pays des étudiants, des collégiens qui ont 14, 15 ans et à qui on présente justement les beautés de leur propre pays et l'histoire de leur propre pays. Nous, on veut que les Français, tous les Français, nous sommes tous Français, qu'on soit blanc, noir, jaune, je ne sais pas, qu'on soit catholique, protestant, juif, musulman, confucéen, je ne sais pas quoi, ou tout simplement agnostique ou athée. Nous sommes tous Français, on veut que les Français se réapproprient l'histoire de France, parce qu'actuellement tout est fait pour les décérébrer et les placer, les transformer en consommateurs abétis de production américaine. Qu'est-ce que vous pensez de la baisse du prix du pass Navigo qui a été décidé en septembre dernier? C'est une bonne nouvelle pour les usagers? Oui, c'est des bonnes nouvelles, sans doute, oui, bien sûr, ça fait partie de ce genre de truc un peu démagogique. Nous, si vous voulez, on veut profiter de ces élections pour tirer la réflexion des Français vers le haut, et notamment des auditeurs. Il y a un grand sujet que nous allons être les seuls à évoquer, et qui est le sujet, à mon avis, c'est le sujet le plus grave, le plus fondamental, aucun parti n'en parle. De quoi je veux parler? Eh bien, je veux parler du charcutage des régions qui a eu lieu. Alors, en Île-de-France, la région Île-de-France n'a pas bougé. Mais c'est vrai que la région Aquitaine est d'une taille démesurée maintenant. Voilà, alors la région Aquitaine, maintenant, c'est devenu Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin. La région Alsace a fusionné avec Champagne-Ardenne et Lorraine. On a Auvergne-Rhône-Alpes, on a Picardie, Nord-Pas-de-Calais, etc. Les Français n'ont rien demandé, D'un seul coup, ça leur est tombé comme ça. C'est tellement vrai d'ailleurs que vous savez qu'il y a actuellement comment dirais-je, des réclamations qui ont été portées au Conseil d'État parce que ces décisions ont été adoptées sans l'accord des assemblées délibérantes dans les départements concernés. Il faut pas totalement exclure, j'y crois pas trop, mais selon certains juristes, il faut pas totalement exclure que le Conseil d'État censure totalement cette réforme dite NOTRe. Ça voudrait dire que les élections seraient reportées. Bon, je n'y crois pas trop, mais si c'était ça serait une bérésina pour le gouvernement. Alors nous, j'ai fait une conférence qui est en ligne, qui s'appelle d'ailleurs sur les euro-régions. Nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons aux Français pourquoi tout ça. Pourquoi est-ce que on fusionne les régions alors que les Français n'en ont rien demandé? Pourquoi est-ce que l'on veut fusionner les petites communes alors que les gens sont très attachés à leurs petites communes? C'est pour faire des économies? Mais c'est pas ça, c'est ce qu'on raconte. Mais ça, c'est un conte de fées. On a vu que c'est le contraire qui est vrai. Vous avez vu d'ailleurs, par exemple, en région, j'en prends une au hasard, Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, Auvergne-Rhône-Alpes, pour pas faire de peine aux élus et aux électeurs, il va y avoir des sessions qui vont se tenir de temps en temps à Lyon, qui sera la nouvelle capitale régionale, puis d'autres qui vont se tenir à Clermont-Ferrand. Un petit peu comme à Bruxelles et Strasbourg pour l'Union européenne. Et puis il va y avoir des transferts permanents de fonctionnaires, et puis vous allez avoir un président délégué qui va avoir à peu près la même rémunération, c'est-à-dire qu'au total, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi par la réforme pour les élections départementales, on va très probablement avoir une augmentation des coûts au lieu d'une diminution. Alors pourquoi a-t-on créé ces super régions selon vous? Alors nous, ce que nous expliquons,
et je pèse mes mots, et je fais silence un petit peu à la radio parce qu'il faut que les électeurs m'écoutent. La chose la plus grave, c'est que c'est une politique qui est déterminée depuis par la Commission européenne et par Bruxelles. La politique des euro-régions, l'objectif final, je pèse mes mots, c'est progressivement, de façon sournoise, insidieuse, sans que les habitants ne s'en rendent compte, ce qui est prévu, c'est le démembrement des États-nations et notamment de la France. Je pèse mes mots, si nous ne réagissons pas collectivement, on va assister à quoi ? On va assister au fait que maintenant on a des grandes régions, à qui on va donner de plus en plus de pouvoir, à qui les pouvoirs publics disent vous devez traiter directement avec Bruxelles, et au bout du processus, eh bien, on dira, mais finalement, il n'y a plus besoin de passer par Paris. Et au bout du processus, c'est la destruction de la République française. Alors certains vont dire, il exagère. Non, j'exagère pas. Regardez ce qui se passe en Espagne avec le problème de la Catalogne ou du Pays Basque. La Catalogne essaie de proclamer son indépendance. Je ne sais pas où on va, parce que l'armée espagnole a dit qu'ils allaient intervenir militairement s'il y avait ce genre de choses. C'est des indépendances pour rire, d'ailleurs. C'est comme en Écosse. Les Écossais, il y a eu aussi aux dernières élections, générales en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a eu tous les députés écossais sont des députés indépendantistes. Mais indépendantistes, pour rire, ils sont indépendantistes dans le cadre de l'Union européenne. Le leader des indépendantistes écossais, il a dit que si l'Écosse devenait indépendante, vous savez la première chose qu'il ferait? Il installerait une base de l'OTAN. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La même chose se produit en ce moment en Belgique avec la France, avec la Flandre. Ce que nous disons, c'est que si on ne donne pas un coup d'arrêt, si on n'explique pas aux Français ce qui se passe, en réalité, on va vers ce processus sur 5 ou 10 ans. Et qui est-ce qui est à l'origine de ce processus? Eh ben, ça a un lien avec la géopolitique mondiale. Ce qui se cache derrière, c'est l'empire euro-atlantiste qui est en train de vouloir démembrer tous les États qui lui résistent. Vous n'êtes pas dans la théorie du complot, non, François Asselineau? Non, je ne suis pas dans la théorie du complot. Actuellement, regardez ce qui se passe dans le monde. Quelle est l'action menée par Washington et l'OTAN? C'est le démembrement de l'Afghanistan, le démembrement de l'Irak, le démembrement du Soudan, le démembrement de la Somalie, le démembrement de la Libye, le démembrement de la Syrie, peut-être le démembrement de l'Est de la Turquie, le démembrement de l'Ukraine. Mais vous croyez sérieusement que des responsables politiques français sont prêts à laisser la France se diviser en régions et qu'on n'aurait plus besoin d'une capitale? Je le crois profondément. D'ailleurs, il y a eu un référendum en Alsace pour la suppression des départements avec une région qui aurait traité directement avec Bruxelles. Les Alsaciens ont refusé. Ils ont dit non. Désormais, il a été décidé par les dirigeants français qu'on allait se passer du référendum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est bien dans un processus. D'ailleurs, j'avais pas terminé ma liste, puisque nous sommes sur Radio Orient. Regardez ce que font les Américains, par exemple en Algérie, avec qui promeuvent justement une espèce d'indépendantisme de la Kabylie. Vous l'avez vu? Il y a donc des forces qui agissent, qui sont agissantes dans de très nombreux pays. Les Américains soutiennent, je l'ai expliqué, le Dalai Lama au Tibet. Madame Radia Kader, qui est la présidente des Ouïghours, elle vit en fait à Washington. L'objectif des euro-atlantistes, c'est de pulvériser tous les États-nations. Est-ce que vous croyez, vous dites que je suis conspirationniste. Je vous pose la question. Je ne vous accuse pas d'être conspirationniste. Est-ce que vous croyez que cette politique générale serait comme le nuage de Tchernobyl? Vous savez, on avait dit qu'il s'était arrêté à la frontière française. Est-ce que vous croyez vraiment que cette politique s'arrête à la frontière française? Je montre dans une conférence, on a vu monsieur John Kerry, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères américain, on l'a vu il y a quelques mois, il s'était baladé en ayant endossé un t-shirt aux armes avec le drapeau breton, qui est le prétendu drapeau breton qui a été créé en 1923 sur le modèle américain par un type qui s'appelait Morvan Marshall, qui était en fait un collabo des nazis et qui a été frappé d'indignité nationale à la libération. Ce que je dis est vraiment extrêmement grave. Il y a une volonté délibérée en développant constamment l'idée que la région serait notre avenir. En région PACA, vous avez des grandes affiches qui disent « la région, c'est notre avenir ». Et pourquoi on s'oppose à ça, nous? On s'oppose à ça parce que si d'aventure, il y avait plus de France, eh ben c'est le triomphe, évidemment, de l'empire euro-atlantiste. Regardez ce qui s'est passé en 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, elle a un siège permanent au Conseil de sécurité. Elle a pu s'opposer à la guerre illégale en Irak avec le discours de Villepin. Bon, maintenant, si un jour il y avait, ce qu'à Dieu ne plaise, s'il y avait un jour une Corse indépendante, une Bretagne indépendante, un Pays Basque indépendant, une Occitanie indépendante, enfin bref, c'est le démembrement de la France, on pèsera plus rien face à Washington.
C'est donc l'un des enjeux de l'élection régionale. Vous avez eu toute la liberté de vous exprimer sur Radio Orient, François Asselineau. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR, tête de liste en Île-de-France aux élections régionales du 6 décembre. Bonsoir. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.